Coucou, c'est Tata Nexua et nous poursuivons aujourd'hui la vidéo Tata vous t'aime auteur qui a commencé la semaine dernière, à savoir sur les démarches administratives. On a donc vu la dernière fois les définitions et également les différents statuts aussi quand on était auteur, la loi, etc. et où est-ce qu'on s'inscrivait même si on n'est pas allé très très loin. Cette semaine, on va parler organisme, déclaration aussi, impôts. Donc prenez du paracétamol, sortez les rames et ne vous inquiétez pas, nous allons ramer ensemble et puis si vous voulez, je suis la motivation de la proue. Et puis comme on dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin, donc lançage de générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets tout de même en fichier. Je vous invite à la regarder déjà pour vous remettre dans le bain et aussi parce que l'on parle définition, on parle aussi de certains termes. Donc si par exemple dans cette vidéo il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revoir effectivement la première. Je sais que les vidéos sont un petit peu longues et qu'il y a aussi beaucoup de sources à regarder. N'oubliez pas de bien faire défiler la description, mais c'est important même si je sais que l'administration c'est un petit peu pénible. Donc aujourd'hui, let's go pour Pôle emploi, droit au chômage. Sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, vous pouvez lire en tant qu'artiste-auteur, vous ne vous ouvrez pas droit à l'assurance chômage. Pour autant, vous pouvez être indemnisé par Pôle emploi pour vos autres activités tout en exerçant une activité artistique sous certaines conditions. On fait le point. Retenez déjà, pas d'ouverture de droit au chômage. En tant qu'artiste-auteur affilié à la Sécurité sociale des artistes-auteurs, vous êtes considéré comme un travailleur non salarié, TNS. Et rappelez-vous d'ailleurs au passage ce que je disais par rapport à l'entrepreneur individuel. Ah oui. TNS, artiste-auteur, EI, micro-entrepreneur, chef d'entreprise si vous préférez. Hors micro-entreprise. Je reprends aussi, vous ne cotisez pas pour le risque chômage et vous ne vous ouvrez pas droit à l'assurance chômage. Je pense que là, c'est bien inséré dans les têtes. Vous pouvez néanmoins souscrire à une protection complémentaire volontaire afin de compléter votre protection sociale de base obligatoire. Renseignez-vous auprès des organismes qui proposent de s'assurer contre le risque chômage. J'adore justement la sécurité sociale par rapport à ces petites lignes. On n'a déjà pas beaucoup de sous d'un côté, on paye quand même nos cotisations, nos impôts, etc. Est-ce qu'on peut vivre à un moment? Non. À noter, si vous n'êtes pas indemnisé par Pôle emploi au titre de l'assurance chômage, vous pouvez prétendre à l'allocation de solidarité spécifique réservée aux artistes-auteurs sous réserve d'en remplir les conditions. Rapprochez-vous de votre Pôle emploi pour en connaître les conditions et les démarches. Alors perso, j'avais essayé en 2014. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais encore étudiante et bon, question Pôle emploi, c'était niet, c'était refusé direct. Mais maintenant, ça a peut-être changé puisque le statut artiste-auteur a changé en 2020. Je vous rappelle, on en a parlé dans la première vidéo. Donc, est-ce que maintenant, ça pourrait changer? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelques petits témoignages qui sont un petit peu sur Internet, comme quoi Pôle emploi, c'est extrêmement pénible, c'est chiant, et quasiment tous les mois, il faut justifier ceci et cela en termes d'activité d'auteur. C'est très très compliqué, justifier que l'on est en train d'écrire un ouvrage. Oui, voilà, donc j'en suis à tel chapitre de mon ouvrage. Eux, je pense qu'ils n'ont pas forcément cette notion-là, mais bon, peut-être que je me trompe. Cumul d'allocations chômage et de revenus artistiques. Bien que vous n'êtes pas couvert contre le risque chômage dans le cadre de votre activité artistique, toutefois, vous pouvez bénéficier d'allocations chômage pour les autres activités que vous exercez en parallèle de votre activité artistique. Il vous est ainsi possible de cumuler vos allocations chômage et vos revenus artistiques sous certaines conditions. Quelle démarche à faire en cas justement de cumul d'allocations chômage et de revenus artistiques? Pour bénéficier de ce cumul, il vous faut néanmoins souscrire à certaines démarches auprès de Pôle emploi. Ouais, la sécurité sociale aime bien le terme néanmoins. Déjà, les informer de votre activité artistique. Lors de votre inscription à Pôle emploi, il vous faudra remettre une attestation d'affiliation au régime social des artistes-auteurs délivrée par la sécurité sociale des artistes-auteurs. Ce qui revient effectivement à dire, eh bien, de vous inscrire, de vous déclarer. Oui, on en revient un petit peu à ce que je disais dans la première vidéo. Il est vrai que pour avoir une attestation comme quoi vous êtes, par exemple, à l'URSSAF Limousin, il faut s'inscrire à l'URSSAF Limousin. J'ai presque envie de dire CQFD, voilà. Déclarez aussi vos revenus artistiques accessoires. Seuls les revenus artistiques accessoires, revenus issus d'activités dans le prolongement de votre activité artistique, sont partiellement cumulables avec les allocations chômage. Vous devez les déclarer lors de votre actualisation mensuelle et les justifier auprès de Pôle emploi par des justificatifs. Les modalités de déclaration de ces revenus accessoires peuvent varier selon votre situation. Renseignez-vous auprès de votre Pôle emploi. Quant à vos autres revenus artistiques, vous n'avez pas à les déclarer ni à les justifier lors de votre actualisation mensuelle. Et comme toujours, bien sûr, pour plus de renseignements, il y a des liens dans les sources.
Tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué, que ce soit Pôle emploi ou même aussi l'administration. Déjà parce que tous les Pôles emploi n'ont pas forcément les mêmes informations, ils ne sont pas aussi forcément formés. Là, vu que le statut artiste-auteur a changé en 2020, on est en 2023, il y a peut-être eu du chemin qui a été fait, mais malheureusement aussi très souvent les conseillers et les conseillères peuvent être aussi paumés que nous. Et c'est pas de leur faute, hein. Donc c'est pour ça, hein, c'est pas un reproche que je leur fais, hein. C'est malheureux à dire. Compte bancaire pro ou perso? Alors là aussi, c'est une question qui revient et on voit absolument de tout sur Internet. Et les gens qui vont même pas justement regarder dans les sources officielles, hein, à savoir bah, celles voilà, du service public, du gouvernement, des lois aussi, bref, hein, pas comme si les Gifrance c'était accessible. Si vous êtes auteurice en maison d'édition, déjà je vous rappelle, vous devez être inscrit à ça fait vous un compte personnel suffit. Si vous êtes hybride ou uniquement en auto-édition, l'ouverture d'un compte bancaire pro n'est pas obligatoire, mais attention, il y a effectivement une petite nuance. Tant que vous ne dépassez pas les 10 000 euros en chiffre d'affaires annuel sur 2 ans consécutifs. Donc, en dessous, le compte perso, ça ne pose pas de problème. Si sur 2 ans de suite, vous dépassez les 10 000 euros, et attention, je dis bien et je le rappelle, de chiffre d'affaires, on ne parle pas de bénéfices là, et bien là, il faudra un compte distinct et ce sera obligatoire. Et ensuite, quand on parle d'un compte distinct, on ne parle pas forcément d'un compte professionnel, surtout quand on est entrepreneur et entrepreneuse individuelle au niveau d'une micro-entreprise. Il s'agit juste d'un compte distinct de votre compte personnel et qui sera dédié à votre activité. Tout simplement parce qu'il permet de faire la différence entre vos transactions personnelles et vos transactions professionnelles. Pour ma part, moi je vous conseille d'ouvrir un compte distinct sur une banque en ligne par exemple. Alors j'ai ouvert un compte pro parce que justement j'avais aussi envie de tester à l'époque parce que ma question frais déjà ça allait en fait. Bah, c'est simple, hein, si justement j'utilise la carte bancaire, j'ai pas de frais par mois. Donc autant vous dire que c'est bien mieux que les banques traditionnelles. Et puis même en question frais, je peux vous le dire, hein, c'est moins de 10 euros par mois, hein, si justement vous n'utilisez pas la carte. Et en plus, à l'ouverture, on m'a offert de l'argent. Donc je ne donne pas le nom de la banque, mais je pense que tout le monde a un petit peu compris. Donc oui, le fait d'avoir quand même gagné de l'argent juste en ouvrant un compte, personnellement, moi j'ai trouvé ça bien. Maintenant, attaquons-nous à un plus gros morceau et je fais exprès justement de le mettre là, c'est-à-dire que vous êtes encore un petit peu frais hein, au niveau du cerveau et au niveau des rames. Normalement, le paracétamol a fait effet, là c'est bon. Donc c'est parti pour je suis auteur, autrice en auto-édition et je décide d'ouvrir ma micro-entreprise. Je sais que le titre est long, mais eh ben c'est parti pour aller dans le cambouis. Déjà, première chose, vous décidez d'ouvrir votre micro-entreprise et vous êtes donc entrepreneur et entrepreneuse individuelle. Il y en a qui ont suivi, c'est très bien, je vous offre un cookie. La micro-entreprise, déjà, je le dis d'avance et j'insiste dessus parce que voilà, ce n'est pas un statut. Pas du tout. Vous allez ouvrir là une entreprise individuelle, d'accord? Vous serez une entreprise individuelle au régime fiscal de la micro-entreprise. Souvenez-vous du volet social fiscal que l'on a vu lors de la première vidéo. Vous pourrez donc dire à vos proches ou aussi à vos collègues par exemple, je suis auteur et autrice en auto-édition, je suis donc entrepreneur et entrepreneuse individuelle en micro-entreprise. Petite note, à partir du 15 mai 2022, le patrimoine personnel et professionnel seront séparés de façon automatique d'après le décret numéro 2022-725 du 28 avril 2022. Ce qui signifie que si vous avez des dettes pro, on ne pourra pas toucher à votre maison par exemple ou des biens immobiliers autres. Bon, de toute façon, je ne suis pas propriétaire, donc c'est vite réglé. J'ai mon PC, c'est déjà pas mal. Attention, bien sûr, le décret ne concerne pas les cotisations et donc les dettes sociales. D'où le fait que je sépare bien les cotisations sociales URSSAF et les cotisations fiscales impôts. Donc à savoir, là où il y a des dettes, si vous avez par exemple des dettes à l'URSSAF, oui, ça pourra être visiblement pris sur vos biens personnels. Donc, comment on fait? Comment justement on ouvre sa micro-entreprise? Déjà depuis le 1er janvier 2023, ça a changé. Voilà, donc moi j'avais prévu plein de petits trucs et tout, plein de petites choses à vous montrer déjà l'année dernière parce que cette vidéo, ça fait quand même un certain temps que je l'ai un petit peu en tête et ça a changé, comme d'habitude en fait, j'arrive toujours au bon moment. Donc les formalités de création, de modification, de cessation d'activité doivent être réalisées en ligne sur le guichet des formalités des entreprises. L'utilisation de ce guichet unique, c'est son terme, dématérialisé est désormais obligatoire. Il remplace les centres de formalités des entreprises CFE qui sont supprimés. Alors déjà je trouve ça bien, première chose parce que les CFE c'était souvent un petit peu la mierda, en plus souvent ils comprenaient pas par rapport à l'auto-édition et tout ça, donc
Il fallait vraiment tomber sur la bonne personne. Et ensuite, le terme CFE pouvait justement être confondu avec la contribution foncière des entreprises, là. Donc, il y avait beaucoup de confusion autour des termes. Donc, l'air de rien, histoire de dire, bon, guichet unique, ça fait GU, et CFE, ce sera autre chose qui tombe en novembre. Je pense que ça peut être mieux pour tout le monde. Le guichet concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique ou leur activité. Donc là, vous allez me dire, même effectivement les entreprises individuelles. Bienvenue en 2000. Ouais, voilà, le site est moche, mais c'est ainsi. Il fallait absolument que je vous montre ce site ultra laid pour vous montrer à quel point l'administration est en retard. Oh, ils ont presque 30 ans de retard, mais ça va bien se passer. Bon, de toute façon, comme je le dis, je le répète, depuis le 1er janvier 2023, on passe sur formalité.entreprise.gouv.fr. On a pas mal d'indications, dont profession libérale ou assimilée, artiste, auteur, marin-pêcheur. Vous pouvez cliquer aussi pour en savoir plus et il y a même un lien qui renvoie vers un autre site. Je le dis et je le répète, n'hésitez pas à être curieux et curieuse et justement à aller voir et on va dire à approfondir aussi le sujet. Il y en a des fois métro qui passent en surface, qui voient ah oui d'accord, et donc il y a ça sur le site, mais qui vont pas plus loin. Il faut vraiment justement, je sais que des fois ça prend du temps et aussi pas mal de cuillères dans la journée, mais vraiment c'est important. On clique sur le en savoir plus, le guichet unique, un nouveau service pour les formalités d'entreprise. Inutile de vous rappeler ce qu'il y a depuis le 1er janvier 2023. Je pense qu'à force, ça va être bon. Accessible à partir du portail INPI-procédure, le guichet unique permet aux entreprises de réaliser leurs formalités en lien avec les administrations concernées. Toute formalité réalisée sur ce site suit un circuit de validation auprès de l'INSEE. Oui, parce que vous allez justement avoir un magnifique petit papier comme quoi justement vous êtes reconnu par l'INSEE, c'est génial, avec voilà votre code APE, etc., votre petit code sirène, tout ça. Je trouve ça beau et merveilleux. Ou des institutions publiques compétentes. Ce nouveau service dispose de nombreux avantages. Il propose aux utilisateurs un accès facilité à toutes les formalités de création, modification et cessation d'activité, quelle que soit la forme juridique ou le secteur d'activité. Un suivi des formalités à partir d'un tableau de bord, le dépôt de pièces complémentaires. Donc c'est parti, bienvenue sur le site des formalités d'entreprise. Donc déjà le site est un petit peu plus joli au niveau de l'œil, on est un petit peu parti des années 2000, on est plus dans les années 2020. Donc comme ils le disent, ce site vous fournira toutes les informations utiles pour préparer la déclaration de vos formalités en toute sérénité, au fil des rubriques, dans le menu, etc. Et c'est vrai, et je le redis encore une fois, vraiment titillez votre curiosité et parcourez les menus. N'hésitez pas à passer du temps ou aussi à vous dire, tiens, une fois par jour, j'essaye d'y aller parce que je sais que c'est pénible, je sais qu'on y va à reculons, mais aussi vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Donc, vous découvrirez les différentes étapes à suivre, les éléments qui vous seront demandés et les coordonnées des contacts qui pourront vous assister dans votre démarche. Toutes ces informations sont en libre accès sans nécessité de création de compte. J'insiste là-dessus. Sans nécessité de création de compte. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de créer votre compte pour avoir accès justement à ces rubriques et justement d'ailleurs ce que j'ai fait moi pour cette vidéo, pour justement aller farfouiller et trouver justement comment faire. Et quand vous serez prête à réaliser vos formalités, cliquez sur déclarer. Oui, ça s'appelle déclarer, donc une déclaration. Comme une déclaration d'amour. Il vous sera alors demandé de créer un compte pour vous identifier et accéder à l'environnement sécurisé de dépôt mis en place par l'INPI. Une fois vos formations déclarées, vous pourrez suivre l'avancement du traitement de votre démarche en cliquant sur Suivre pour accéder à votre espace personnalisé. Bonne navigation, laissez-vous guider, et encore une fois, c'est exactement comme ce que je disais avec les rames tout à l'heure, même là, ils mettent le terme navigation, allez, c'est cool, on apprécie le clin d'œil. On clique d'abord sur Informer, parce que je vous vois venir, les pressés là, on s'informe d'abord, toujours. Donc déjà sur les étapes et même sur les entreprises, car je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé la semaine dernière, il existe plusieurs formes d'entreprise. Si par exemple l'entreprise individuelle avec le régime fiscal de la micro-entreprise ne vous plaît pas, que ce soit par rapport aux fameux abattements ou par rapport à autre chose, n'hésitez pas justement à regarder les autres formes d'entreprise. Et je sais, ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde, et je ne vais pas lire toutes les rubriques dans cette vidéo parce que je n'ai pas le temps et que ce serait beaucoup trop chiant, mais les informations sont là. Il y a même un glossaire, et je trouve que quand on a un petit peu de mal, et en plus on peut aussi contacter quelqu'un, on peut être accompagné et aidé, donc il ne faudrait pas se priver pour moi.
Donc on clique sur déclarer, ouais c'est très très long là le chargement, on a l'impression qu'ils sont sur une modem. Et tadam, on arrive sur le service France Connect Plus, etc. Vous vous souvenez ce que j'avais dit la semaine dernière? Ah oui, oui, là ça va commencer effectivement à être de plus en plus connecté. Alors j'ai déjà une entreprise, hein, j'ai trouvé des images par francetransaction.com et Back Office, aussi deux sites qui ont partagé des images de ce que c'était que le guichet unique au niveau de l'entreprise, pour vous présenter, pour vous montrer ça ressemble à quoi de l'intérieur. Donc je vous montre, et pour ma part j'ai ça, je vous montre là pour le coup les images de mon compte au niveau des formalités d'entreprise, car oui, mon entreprise date de 2014, donc forcément, à cette époque-là, je m'étais déplacée jusqu'à mon centre URSSAF. Ah, souvenir, souvenir. Mais pour créer mon entreprise, ça m'avait pris grosso modo 10-15 minutes, c'est bon, ça a été enregistré, acté, et puis voilà. Une semaine après, j'avais reçu mon magnifique petit feuillet INSEE, et j'étais super contente. Ah, et je rappelle, hein, et je l'ai aussi mis dans les sources, il n'y a toujours qu'un seul site officiel, d'accord? Si par exemple, à un moment, vous voyez qu'on vous demande de payer quelque chose, qu'on vous demande par exemple un intermédiaire pour vos déclarations à l'URSSAF, par exemple mensuelles ou trimestrielles, et que vous devez payer, souvent c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon site. Une amie s'est fait avoir, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, donc c'est pour ça hein, que je préfère vous prévenir. Elle pensait qu'elle était sur le bon site, alors c'était pas Portail Auto-Entrepreneur, mais c'était à peu près similaire. Et en fait, au moment justement de vouloir déclarer, ah, ils lui ont demandé de payer. Et bien sûr, elle tout de suite, justement, elle est venue sur Messenger pour me dire c'est normal que je doive payer pour faire mes déclarations? Et non, heureusement justement que j'étais là pour lui dire non, 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 fuis tout de suite, hein, tu te désinscris de ce site et tu pars. Bref, soyez vigilants et vigilantes. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, vous allez recevoir, une fois que vous allez créer votre entreprise, bon je pense qu'il y a peut-être moins de spam maintenant, mais en 2014 j'en avais quand même reçu pas mal, vous allez recevoir beaucoup de courriers, comme quoi vous êtes obligé de vous affilier à ça, obligé de payer machin. Non, vous allez recevoir beaucoup de courriers, on va dire, je vais pas dire un petit peu de tape à l'œil, mais c'est un petit peu ça en fait. Des courriers un petit peu marketing et tout. En fait, les gens vont tout faire justement pour que vous essayiez de souscrire à un truc chez eux. J'ai pas forcément dit que voilà, c'était à bannir ou quoi que ce soit. Il y a par exemple des assurances professionnelles qui peuvent être intéressantes. Mais très souvent, vous pouvez trouver de meilleures offres, déjà rien qu'au niveau des banques, et peut-être aussi même de vos assurances. Payer la CFE ou pas, la CFE, c'est donc un magnifique petit sous-titre, mais quand même assez important. Oui, alors, je suis tombée hein, sur le site d'une célèbre autrice AE, qui n'a même pas pris la peine d'un passage, hein, de vérifier le site du gouvernement, service public ou des impôts. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont dû lire les articles de son blog et qui sont complètement tombées dans le panneau parce que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Ah, il suffisait juste de vérifier. C'est-à-dire, par exemple, elle était là à vous dire non, mais ne choisissez pas la micro-entreprise, machin, parce que sinon, même en touchant 50 euros d'Amazon, vous allez payer la CFE. Alors, non, si vous touchez 50 euros d'Amazon par an, vous ne paierez pas de CFE. Je suis un petit peu, ouais, fatiguée, agacée, donc il y a beaucoup, en fait, beaucoup lisent ces articles et du coup, beaucoup pensent à certaines choses. Des fois, il y en a même qui, du coup, ne se déclarent pas parce qu'ils pensent qu'ils vont payer encore plus et qu'ils vont, par exemple, voilà, avoir une CFE à payer en novembre tous les ans, alors que, déjà, première chose, en tant qu'artiste-auteur, on est exonéré de CFE. Attention, je dis bien les artistes auteurs. Je n'ai pas parlé des commerçants, ni par exemple les personnes, je sais pas, moi, en autre profession ou quoi, j'ai bien parlé des artistes auteurs. Il y a un marqué hein, sur le service public, les professions qui sont exonérées de CFE, il y a toute une liste. Et de deux, si on touche moins de 5000 euros annuels, on est exonéré. Donc très souvent, hein, les auteurs et autrices, hein, on le sait, pour atteindre des 5000 euros en termes de droits d'auteur et ou de redevance, même si j'aime pas trop ce terme, il faut le faire. Hein. Et en plus, je le rappelle, si par exemple vous avez touché un avaloir d'une maison d'édition, ça va être côté URSSAF Limousin, hein, si c'est précompté, parce que très souvent avec les avaloirs, c'est précompté. Donc, ouais, il va falloir en vendre des bouquins. Et ensuite, au-delà de 5000 euros justement annuels, ça va dépendre de la commune où vous êtes, parce que justement c'est par rapport au lieu géographique. Donc quand j'en vois par exemple sur internet me dire ah non mais fais gaffe, tu vas payer justement une CFE de temps, mais ça dépend de où habite la personne en fait. Par exemple, normalement cette année, je devrais peut-être payer la CFE parce que je crois bien que j'ai fait plus de 5000 euros l'année dernière. Donc je ferai peut-être un update de vidéo pour vous dire combien j'ai payé de CFE, si j'en ai payé ou pas.
bah, ce sera un petit peu la surprise. Ah, mais vous inquiétez pas, je prévois ça. Maintenant, nous allons passer aux déclarations. Puisque oui, je vous ai un petit peu aidé quand même et un petit peu dégrossi comment créer votre entreprise, mais le reste, entre guillemets, je peux pas le faire pour vous, hein. Alors oui, il y en a pas mal aussi qui m'ont demandé un service d'accompagnement pour ça. Je verrai peut-être dans les années suivantes. Mais pour le coup, il y a des personnes de l'administration qui sont payées pour. Donc, je vous rappelle quand même que moi, rien que pour cette vidéo, je ne suis pas payée pour. Donc voilà, j'ai déjà passé beaucoup de temps à écrire ce script, beaucoup de temps à monter, beaucoup de temps pour tourner et pour les monter justement ces vidéos. J'essaie de vous aider au mieux, mais quand des fois je reçois des mails ou des MP comme quoi il y a des personnes qui veulent pas à pas que je les aide gratuitement pour ça, s'il vous plaît, non, hein, tout travail mérite salaire. Donc, le volet social, URSSAF. Vous allez écrire, je sais, dans vos toilettes. Non, j'ai absolument pas tapé le micro, c'était juste une illusion. Les déclarations pour les entrepreneurs et entrepreneuses individuelles. Alors, je vous mets des exemples en images, puisque dès que vous allez justement sur le portail auto-entrepreneur de l'URSSAF, au passage, vous recevez un petit mail quand justement c'est votre moment de déclarer. Alors c'est vrai, j'aurais peut-être pu le préciser. Vous avez le choix au moment justement de créer votre entreprise. Soit vous optez pour les déclarations mensuelles, soit vous optez pour les déclarations trimestrielles. Et vous pouvez choisir de payer vos impôts en même temps que vos cotisations avec le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Je crois que j'ai bien dit le bon terme. Ou pas. Pour ma part, hein, et vous verrez justement un petit peu plus loin dans cette vidéo quand je parlerai au niveau des impôts, j'ai préféré choisir de payer mes impôts avec les cotisations. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire non mais franchement, mais c'est pas très malin et tout. Oui et non, on reviendra justement là-dessus. Ensuite, pour ma part, j'ai préféré trimestriel. Pourquoi? Alors déjà parce que mensuel, c'est extrêmement compliqué, c'est très court. Mensuel, c'est très court, je trouve qu'un mois, ça passe trop vite. Et de devoir faire des déclarations mensuelles, c'est-à-dire une par mois, 12 par an, oh là 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 là. En fait, je me connais, je sais très bien que ça va pas le faire. J'allais en oublier une sur deux, non. Bref, c'est un conseil, mais après, il y en a peut-être qui disent non, mais moi, je préfère par mois parce que je fais déjà ceci et cela par mois. Et sinon, c'est extrêmement assez simple, je trouve, puisque eh bien, tout est indiqué. C'est-à-dire que voilà, les ventes de marchandises, du commerce, jusque-là, ça ne pose pas de problème. J'en avais d'ailleurs déjà parlé. Si par exemple, vous vendez des ouvrages en auto-édition en salon et que vous êtes justement entrepreneur individuel, à savoir EI, et évidemment, eh bien, ce sera cette case-là. Si justement vous avez perçu des redevances d'Amazon, donc d'une plateforme, on estime justement que c'est un service pour l'URSSAF, et ce sera donc cette case-ci. Si par exemple vous faites des AL, des BL ou du coaching, c'est aussi cette case-ci. Et si vraiment vous avez un petit peu du mal à remplir votre déclaration, encore une fois, l'URSSAF a justement beaucoup de ressources là-dessus. Et pour ma part, j'aurais posé des questions. Déjà, puisqu'à l'époque, eh bien, je faisais des cours, il y avait des cours d'histoire, il y avait des cours aussi de maths que je faisais, après il y a eu des cours d'informatique. Puis après, justement, je suis passée sous d'autres choses, même si ça restait toujours au niveau intellectuel, puisque j'ai l'impression des fois qu'il y en a qui ont un petit peu oublié ça en termes de services, c'est des services intellectuels. Bref, donc vous mettez justement, ah oui, parce que ça, il faut quand même que je vous le rappelle, vous mettez votre chiffre d'affaires en brut. C'est-à-dire que je sais très bien que vous avez peut-être eu des dépenses, que vous avez peut-être dû investir, etc. Que peut-être que vos bénéfices sont voilà, complètement rayés. Mais si lors du trimestre, vous avez gagné 1820 euros, eh bien il faudra mettre 1820 euros. Même si au niveau de votre compte bancaire, il vous reste plus que 10. C'est imagé ou presque, voilà, parce que c'est vrai qu'à un moment, quand il a fallu beaucoup investir, et d'ailleurs au passage, vous vous en rappelez, puisque j'avais justement fait un petit appel pour qu'on puisse acheter ce magnifique appareil photo caméra, donc oui, effectivement, on a reçu beaucoup, mais après on a aussi dépensé beaucoup, et bien pour tout le matériel autour. Et aussi pour ce micro là, hein, parce que comme vous l'avez justement constaté, ça fait quelques mois qu'il a été changé, on en a pris un nouveau. Bref, et une fois justement que vous avez fait ça, vous validez votre petite déclaration, vous voyez combien justement vous allez avoir à payer à l'URSSAF, et pour ma part, j'ai rentré mon RIB, comme ça c'est prélevé, alors c'est prélevé avec un décalage. C'est-à-dire, quand par exemple vous allez faire votre déclaration du premier trimestre 2023, à savoir les mois de janvier, février et mars. Déjà, là au niveau de votre déclaration, vous allez déclarer tout ce que vous avez touché. Quand je dis tout ce que vous avez touché, c'est si par exemple il y a un ou une cliente qui vous a signé un contrat en mars, mais vous n'avez reçu les sous qu'en avril sur votre compte, sur quelle déclaration vous allez déclarer justement cet argent? Alors, si vous répondez le premier trimestre, vous recevez une pelle. Si vous répondez le deuxième trimestre 2023, je vous applaudis. Puisqu'effectivement, ce qui compte, c'est le moment où l'argent arrive sur votre compte. Et des fois, en plus, très clairement, moi je sais que parfois, au niveau des sites, ça va vous dire c'est émis le 30 ou 31.
mais des fois ça arrive sur mon compte le 2. Ah bah très clairement, le 2, hein, c'est le mois d'après. Donc, votre déclaration, donc janvier, février, mars, de tout ce que vous avez touché sur janvier, février, mars. N'hésitez pas aussi à bien vérifier, n'hésitez pas aussi à checker vos factures, les contrats, les devis, etc. C'est bien pour ça que niveau compta, c'est pas moi qui l'a fait, parce que c'est très chiant. Bref, vous aurez donc jusqu'au 30 avril pour faire votre déclaration. Et oui, donc imaginez un janvier, février, mars, les 3 mois sont passés. Au niveau d'avril, vous avez donc tout le mois d'avril. Logiquement, c'est ouvert au début avril. Parfois, ça peut ouvrir le 2-3 hein, pour la déclaration. Là, je crois que cette année, c'est bon, au 1er avril, c'était ouvert. Vous avez donc jusqu'au 30 avril. Vous inquiétez pas, il y a l'URSSAF aussi qui vous envoie un petit mail. Moi, personnellement, j'ai attendu. Je crois qu'une fois, j'ai reçu 3 mails au total. Donc, une pour justement me dire que les déclarations étaient ouvertes. Un autre courriel pour me rappeler de faire ces déclarations. Et j'ai aussi reçu un 3e courriel. Je crois que c'était plus que quelques heures pour votre déclaration, etc. Donc, en tout cas, pour moi, de mon côté, ça marche plutôt bien. Côté de mon URSSAF, ils envoient bien les mails hein, pour nous rappeler de faire notre déclaration. Et après, une fois justement que voilà, c'est validé et tout, l'argent ne sera pas prélevé sur votre compte tout de suite, ce sera justement prélevé en mai. Donc imaginez quand même que pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars, vos cotisations sociales seront prélevées en mai. Et si par exemple j'oublie, ça peut arriver, un oubli ou manque de bol, la déclaration justement n'arrive pas dans les temps, etc. Je vous conseille, mais tout de suite, de prendre contact avec l'URSSAF et de tout de suite justement remplir votre déclaration. Et je le rappelle aussi, même si vous avez touché 0 €, vous devez quand même déclarer que vous avez touché 0 €. Et si vous êtes en retard et que justement vous ne vous acquittez pas de cette déclaration, là il peut y avoir effectivement une amende. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je l'ai déjà testé justement pour vous, j'ai fait exprès une fois de ne pas déclarer ce que j'avais gagné justement sur un trimestre et d'attendre le courrier. J'adore vivre dangereusement. Ouais, n'oubliez pas de me soutenir et de vous abonner. Hein. Eh bien, sachez qu'une dizaine de jours plus tard, j'ai reçu un courrier URSSAF, comme quoi eh bien, je n'avais pas encore fait de déclaration, ou en tout cas que l'URSSAF n'avait pas reçu de déclaration de ma part. Donc, ils m'ont renvoyé un formulaire justement pour faire la déclaration. J'avais aussi un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, etc. Ou sinon, c'était marqué, vous aurez une amende, blablabla, etc. Je ne sais plus c'était quoi le montant de l'amende, mais c'était pas énorme. Enfin, c'était pas énorme, c'était 11 € à cette époque. Je ne sais pas si maintenant ça a augmenté ou pas, hein, peut-être bien, surtout si en plus vous ne le faites pas très très vite. Mais bon, quand c'est justement l'URSSAF et les impôts, hein, souvent on se grouille. Donc normalement au niveau des EI, ça devrait être ok et vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Moi je trouve ça quand même assez simple. Et bien sûr, n'oubliez pas toujours de sauvegarder, donc d'imprimer en format PDF ou de sauvegarder en format PDF comme vous voulez vos déclarations. C'est ultra important de les garder. Les déclarations pour les auteurs, autrices en maison d'édition. On reprend donc la vidéo qu'on a vue la dernière fois au niveau de l'URSSAF Limousin. Alors oui, il y a plein de petites déclarations là comme vous voyez que je dois vérifier, mais en fait non, mais ils sont pas doués hein, parce que c'est vrai que à chaque fois en fait ils mettent vérifier parce qu'il suffit qu'une maison d'édition ferme et qui a donc envoyé par exemple des relevés de précompte, mais que l'URSSAF refuse pour X raisons, hein, parce que justement l'entreprise est en cessation d'activité ou autre, et que vous en fait vous marquez justement que c'est ok et tout ça, et le temps que les URSSAF, donc les centres URSSAF entre les URSSAF des départements et l'URSSAF Limousin se causent, il peut se passer plusieurs vaches. Voilà, c'est mignon les vaches. Bref, en tout cas là c'est marqué ok, mais vous verrez que dans 2 semaines c'est pas le cas. Et je sais que j'ai 2 messages hein, au niveau de ma messagerie, mais en fait ce sont des messages fantômes. Mais oui, vous vous souvenez quand petite fifiche quand justement j'avais parlé au niveau d'un petit sketch voilà, par rapport à des messages qui n'apparaissaient pas. Oui, ça sentait le vécu, hein, c'est-à-dire que j'ai des messages mais je ne peux pas les lire en fait parce qu'ils disparaissent quand je clique sur messagerie. Voilà. Bon bref, on passe à donc 2022. À saisir, déclaration de revenus 2022. Puisque nous sommes en 2023, contrairement effectivement aux entrepreneurs et entrepreneuses individuelles, où comme je l'ai dit, c'est soit mensuel, soit trimestriel, mais vraiment de là quand on bosse, hein, ça suit vraiment notre train de vie. Là, au niveau de l'URSSAF Limousin, eh ben, ça a un nom de décalage, comme les impôts. Donc, déclarez vos revenus artistiques pour l'année 2022. Et là, normalement, vous devez tous me dire, ah oui, comme pour les impôts, sauf si on est prélevé à la source, un truc comme ça. Et je ne suis pas prélevé à la source, mais je crois que c'est ça. C'est bien, vous êtes toujours avec moi. Ensuite, vous suivez les étapes. Préparez-vous avant de commencer votre déclaration annuelle de revenus artistiques. Ayez sous la main tous vos documents, factures ou notes de droit d'auteur. Ce qu'ils appellent notes de droit d'auteur, ça peut être les relevés, ça peut être voilà, tout ce qui concerne justement les droits d'auteur. Vous allez en avoir besoin pour vérifier les informations qui ont été déclarées par vos diffuseurs,
diffuseurs, hein, je rappelle, maison d'édition par exemple. Et compléter les activités artistiques dont nous n'avons pas connaissance. Il est vrai que parfois, peut-être que l'URSSAF Limousin n'a pas eu connaissance de certaines choses. Si vous avez fait un atelier d'écriture ou si vous avez lu votre ouvrage dans une école, que vous avez fait justement une demi-journée pour parler de votre métier, d'ailleurs j'espère que vous avez été rémunéré pour ça, hein, voir un petit peu les articles de la Ligue des auteurs pro là-dessus, parce qu'on ne bosse pas à l'œil, contrairement à ce que certains justement pourraient penser. Voilà. Si vous déclarez en traitement et salaire, TS, en opposition à, normalement là tout le monde répond PNC. Donc, si vous déclarez en traitement et salaire, vous pouvez avoir besoin des certifications de précompte fournies par vos diffuseurs. On en revient effectivement à ce que j'avais dit la semaine dernière. Si par exemple les diffuseurs n'ont pas envoyé le relevé de précompte, eh bien il va falloir que vous le demandiez, parce que l'URSSAF ne va pas le demander aux maisons d'édition. Ouais, ça je trouve que c'est un petit peu le côté pénible, parce que c'est à nous d'aller justement dire à l'éditeur, en fait t'as pas fait ton boulot, là j'ai besoin du certificat de précompte avec mon relevé de DA. Merci. Et puis parfois ça a été fait, parfois justement ça a été envoyé à l'URSSAF Limousin, donc vous verrez justement au niveau de ma déclaration, vous n'aurez rien à faire. Si vous déclarez plutôt en BNC, bénéfices non commerciaux, eh bien il va justement falloir vous fournir du numéro SIRET accompagné de votre avis de situation au répertoire SIRENE en cliquant sur ce lien. Et si justement vous cliquez sur ce lien, il suffira justement de remplir certaines informations pour récupérer, on va dire, une attestation comme quoi ouais c'est bon, c'est ok, j'ai déclaré mon entreprise, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On y va doucement. On se rappelle ce qu'on a sorti en ouvrage, votre activité artistique. C'est ici que vous pourrez nous tenir informés de vos activités artistiques telles que vos expositions, manifestations, salons, etc. même si celles-ci n'ont pas été rémunérées. Ces informations seront transmises à la sécurité sociale des artistes auteurs. Bon après oui, les cotisations c'est sûr que vu que moi j'ai pas beaucoup, laissez tomber quoi, mais je fais pas tout ça, donc voilà. En 2022, avez-vous perçu des revenus artistiques? Oui, j'en ai perçu, je ne suis pas à zéro. Vous avez déclaré ces revenus fiscalement en. Cochez les deux cases si vous déclarez des revenus en TS et d'autres en BNC. Alors c'est mon cas, j'ai justement coché TS et BNC parce que j'ai perçu quelques euros d'une maison d'édition, donc à savoir l'Alsacienne indépendante, et je ne suis pas précomptée. Donc justement cet argent-là, je l'ai déclaré et j'ai payé au niveau de mon entreprise, donc oui, il y en a qui suivent, c'est très bien. Et pour les autres maisons d'édition qui, elles, sont précomptées, eh bien, effectivement, je déclare cela en traitement et salaire TS. Vous voyez aussi pourquoi je vous disais dans la première vidéo que je préfère, quand on est aussi hybride, séparer un petit peu, tout simplement parce que quand justement les maisons d'édition, on n'est pas précompté, ça vous permet quand même de pouvoir déclarer quelque part, alors je sais qu'on pourrait le faire avec les artistes auteurs, et d'avoir un numéro SIRET, mais clairement, je préfère, voilà, moi c'est moins prise de tête. Il y en a peut-être qui vont me dire, ah non, c'est trop prise de tête, et moi je préfère faire pas comme ça. Chacun justement ses goûts. Donc, je le rappelle, il faudra le numéro SIRET, l'avis de situation répertoire sirène dans l'INSEE, pas de panique, il vous suffit de vous rendre sur le lien de l'URSSAF directement. Je vais vous montrer tout de même. Donc là, recherchez, téléchargez un avis de situation et hop, ok, c'est fait en 10 secondes. Vraiment, pour le coup, c'est ultra rapide. Bon, et puis après, donc, je déclare en micro, donc micro BNC, basta, et là, étape suivante. On vérifie vente à des professionnels, droit d'auteur, etc. Donc j'ai bien les deux ME, j'ai masqué les noms, ainsi justement que les montants, voilà, bon, même si j'en avais parlé justement de combien j'avais touché, à savoir l'avaloir d'une grande maison d'édition et un petit peu l'argent d'une autre maison d'édition. Les autres, eh ben c'est très simple, soit justement je n'ai pas reçu de relevé de droit d'auteur, on adore quand on n'est pas payé, soit eh bien en 2022 il n'y en a pas eu. Et après je précise, c'est en brut. Alors comme vous le constatez, l'un est précompté, c'est indiqué, et pas l'autre. Ce qui signifie évidemment, alors là je vais prendre un chiffre complètement random, j'avais pris quoi? Je crois que j'avais pris 100 euros d'avaloir au niveau de la première vidéo, donc ce sera aussi 100 euros. Voilà, comme vous voyez, j'ai pas reçu, même si là par exemple ce sera marqué 100 euros, je n'ai pas perçu 100 euros justement d'avaloir. En revanche, par exemple, pour la maison d'édition qui n'est pas précomptée, oui, sur mon compte, j'ai perçu X euros, mais c'est pour ça que je les ai déclarés au niveau de l'entreprise, et bien tout simplement pour payer mes cotisations sociales dessus. Donc bien sûr, pour les droits d'auteur, c'est indiqué donc traitement et salaire, et pour l'autre, BNC. Jusque-là, je pense que je ne perds personne. On en avait d'ailleurs un passage déjà parlé dans la première vidéo. Si jamais il manque un truc, vous pouvez ajouter un revenu. Ce fut le cas une fois pour une de mes maisons d'édition, qui avait oublié en fait, qui avait oublié, qui n'avait pas transmis les informations. Donc elle n'était pas là, donc j'ai dû transmettre les infos moi-même, à savoir donc le numéro SIRET de la maison d'édition, le relevé de droit d'auteur que j'avais eu, et le fait que ça a été précompté, mais vu que j'avais pas vraiment de certificat de précompte, ça a mis un certain temps au niveau de l'URSSAF, et je pense qu'ils ont toujours un petit peu de mal
mal avec ça, on n'a pas de certificat de précompte, et vu que maintenant la maison d'édition a fermé, c'est un petit peu compliqué. Bref, nous pouvons passer à l'étape suivante, vente à des particuliers et rétrocession d'honoraires entre artistes-auteurs. Seules les œuvres ou les cessions de droits que vous avez vendues à des particuliers et les revenus perçus d'autres artistes-auteurs lors d'une rétrocession d'honoraires peuvent être renseignés à cette étape. Donc là, c'est les œuvres vendues via plateforme type Redbubble par exemple. Est-ce que ça comprend les goodies? Eh bien justement, on en revient à ce que je disais à la première vidéo. Alors paraît que non, les bouquins vendus sur les sites, oui. L'URSSAF m'a répondu que les goodies type marque-page, ça pouvait passer. Le reste, non. Et je sais aussi qu'au niveau du groupe Entre auteurs sur Facebook, j'en ai d'ailleurs déjà parlé de ce groupe, il y a pas mal de discussions par rapport à ça, puisque parfois les URSSAF ne sont pas forcément non plus d'accord entre elles. Donc à chaque fois, ce que je propose, c'est que vous déclarez tout à un seul endroit, et qu'après, justement, s'il y a un problème, au moins vous aurez déclaré quelque chose. Mais bon, tout ce qui relève du commerce et côté justement entreprise individuelle, au moins voilà, c'est clair, net et précis. Parlez-nous de votre implication artistique en indiquant si vous avez participé à des expositions, des salons ou des manifestations, même si celles-ci n'ont pas donné lieu à des ventes ou cessions de droits. Ces informations seront transmises à la sécurité sociale des artistes auteurs. Bon là pour le coup, j'en ai pas fait en 2022, donc voilà, j'avais essayé au niveau des écoles, mais soit j'ai pas eu de réponse, soit les personnes, j'ai l'impression, ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire. Alors je sais que j'ai beaucoup de mal en plus à m'exprimer. Alors des fois c'est que des rendez-vous téléphoniques. Vous savez très bien au niveau du téléphone que pour moi ça bute parfois un petit peu. Au niveau des coachings, ça va parce que je prépare les séances de coaching à l'avance. Mais là comme ça, quand il n'y a pas de préparation, donc bref, nous passons à l'étape suivante. Voulez-vous la surcotisation? Alors là sans les non, parce que je ne peux pas payer entre guillemets pour supporter la surcotisation, tout simplement parce que déjà je suis pas forcément sûre de comprendre ce que c'est. Premier point, même avec les explications. Je les ai lues, je les ai relues, même au niveau de l'URSSAF, il y a quelqu'un qui a essayé de m'expliquer, et clairement en fait je me suis dit oui mais du coup j'ai pas beaucoup d'argent, donc surcotiser, oui mais ça peut faire des trimestres pour la retraite. De toute façon la retraite j'en aurai pas. Je le sais d'avance, je le sais déjà, j'aurai pas de retraite. Et je suis lucide là-dessus, je sais qu'il y en a peut-être qui sont encore un petit peu optimistes. Mais non, donc pour moi, je m'intéresse absolument pas à ma retraite. Mais c'est vrai que bon, pour certaines personnes, si par exemple vous avez peut-être un boulot à côté, ça va peut-être être intéressant. Ça, c'est à vous de voir, je vous laisse complètement choisir là-dessus. Puis on demande aussi si vous avez une activité salariée. Ça, voilà, ça vous de répondre. Ensuite, étape suivante, le récap. N'oubliez pas de vérifier les montants. Vérifier, hein, je le rappelle, toujours vérifier. Et après, hop, c'est validé. Et bien sûr, hein, comme toujours, merci de bien garder tout ça. Merci de nous avoir transmis votre déclaration de revenus. Pensez à télécharger le PDF récapitulatif de votre déclaration depuis la page Déclaration. Là, pour le coup, je crois que ça marche à peu près. Alors, il y en a des fois qui n'arrivent pas à accéder au site de l'URSSAF. C'est arrivé pour plusieurs personnes. Et déjà, il y a plusieurs aussi solutions. Et explications. Et déjà, il se peut que le site de l'URSSAF bug. Tout simplement parce que c'est normal, c'est l'administration. Donc, n'hésitez pas à retenter, hein, pas non plus justement essayer de faire cracher le serveur, donc pas toutes les minutes, mais n'hésitez pas peut-être par exemple toutes les heures. Ensuite, il se peut aussi que ce soit votre navigateur, effectivement, qui peut bloquer pour X raisons, justement, l'accès à ce site. Hein. N'hésitez pas aussi à essayer avec un autre navigateur. Vous pouvez aussi parfois essayer en retirant tout ce qui a des blocs plus, les anti-cookies, etc. Parfois, ça peut aussi être ça. Parfois, de toute façon, c'est juste un bug de l'URSSAF. Si vraiment vous êtes, par exemple, dans les derniers jours de la déclaration, que vous ne l'avez toujours pas faite, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien, il y a une certaine tolérance quand même, et il suffit d'envoyer un message. Alors je sais que parfois l'URSSAF met du temps à répondre, mais au moins il y a une trace comme quoi à ce moment-là, vous avez voulu faire votre déclaration, mais vous n'avez pas pu la faire. En tout cas, il faut toujours le faire. Hein. Donc n'oubliez pas de vous connecter au moment, on va dire, voilà, du printemps pour faire vos déclarations et vérifier aussi les autres. Et c'est fini pour les auteurs et autrices en maison d'édition. L'air de rien, c'est pas mal. Les déclarations pour les auteurs AE, mais sous artistes-auteurs. Alors, là, c'est très simple. Vous regardez le chapitre d'avant. Non, mais c'est vrai, en fait. Hein. C'est juste que vous mettez justement votre numéro SIRET. Voilà. Et que l'URSSAF va vous donner un numéro SIRET.
J'ai pas forcément pu trouver d'images sur internet qui pourraient vous aider. Peut-être parce que même au niveau, on va dire, des personnes que je connais, alors évidemment, je ne connais pas tout le monde, je ne sais pas justement sous quoi vous êtes déclaré, etc. Donc je ne me voyais pas frapper justement à votre porte pour savoir si vous pouviez m'envoyer des captures d'écran. Puis des fois, il y en a qui ne veulent pas envoyer de capture d'écran, donc je voulais pas non plus vous sentir un petit peu forcé. Mais c'est aussi simple que si vous étiez en maison d'édition. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut votre numéro SIRET et donner justement vos chiffres. Et là, pour le coup, et ce sera à vérifier parce qu'on m'en avait parlé, je crois que c'était l'année dernière. Je crois justement qu'il y a une amie sur Twitter qui m'en a parlé d'ailleurs, qui se reconnaîtra peut-être, qui m'avait envoyé des screens. Bon, malheureusement, bah, j'ai plus accès à la conversation. Oui, alors ça c'est Twitter, c'est toujours pareil. Et bah, qui m'avait justement, je me souviens d'un screen où ben, elle avait justement mis son RIB, etc. Et finalement, bah, ça revenait comme une entreprise individuelle, à savoir, bah, elle allait être prélevée par l'URSSAF justement Limousin au niveau des cotisations sociales. Après, je peux pas forcément en dire plus, donc là, je laisserai effectivement les personnes dans les commentaires si jamais elles veulent expliquer comment elles font. En tout cas, de ce que je connais, c'est presque aussi simple que quand on est en maison d'édition. Le taux, effectivement, n'est pas le même, hein. Le taux est plus avantageux quand on est en artiste-auteur sur l'URSSAF Limousin que en entreprise individuelle, mais après, comme j'ai déjà dit, c'est limité. Voilà, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire sous ce statut. Les déclarations pour les hybrides, comme moi par exemple. Donc, pour faire simple, le statut artiste-auteur pour les ME. Sachez qu'avec une ME, je n'étais donc pas précomptée. Donc, je mettais ce que je gagnais dans les comptes de l'entreprise. Et pour l'URSSAF Limousin, voire justement 2 chapitres avant, j'insère donc mon numéro SIRET. Comme ça, ils font le pont avec l'URSSAF de mon département. Et justement, j'ai payé ce dont je n'avais pas été précomptée. Et bien sûr, je pense qu'ils font ça tout simplement pour s'assurer, je vais dire au pif, mais si par exemple vous avez touché 10 euros de droits d'auteur au mois de décembre et qu'au niveau de l'URSSAF vous aviez mis un an, mais en fait ça a été zéro ce mois-ci. Et si au niveau du trimestre aussi, d'octobre, novembre, décembre, vous avez mis zéro, là automatiquement l'URSSAF va dire bah, c'est quand même bizarre parce que vous dites que justement vous avez payé avec votre numéro SIRET là, mais c'est zéro. Voilà, donc effectivement, soyez honnête. Et en plus, voilà, j'étais capable de le justifier avec les contrats, les factures, etc. que j'avais bien mis puisque tout est en règle. Pour les autres maisons d'édition, puisque c'était précompté, ben je n'ai rien eu à payer à l'URSSAF, juste à vérifier les déclarations, puisque comme je le rappelle, quand justement vous êtes précompté, vous avez déjà payé les cotisations sociales. Au niveau de l'URSSAF Limousin, c'est juste vérifier la déclaration. Alors j'aime bien parce que je sais que des fois ils disent à saisir, parce qu'au début c'est à saisir, puis après ce sera à vérifier. Vous aurez justement le petit terme qui change. Pour l'auto-édition, les ventes de goodies et les prestations, je l'ai déjà dit, je passe par l'entreprise, ainsi que les dons sur les plateformes. Tout, voilà, tout ce qui est redevance aussi des sites comme Amazon, Bookelist, enfin, ces plateformes-là. Et bien sûr, oui, je conserve tout en cas de contrôle. Je vous remets vite fait voilà, des petites images, des petits exemples. Donc maintenant, je pense que le volet social, ça devrait aller. C'est quand même assez simple. On va pouvoir s'attaquer au volet fiscal qui est un petit peu plus complexe. Donc, les impôts. Volet fiscal, impôts. Pour les auteurs ayant choisi le statut artiste-auteur, comme chaque année en cette période de déclaration d'impôts, nous allons sauver quelques vies. Je ne sais pas si vous vous souvenez que justement j'avais partagé ce tweet. Ne remplissez pas jamais, 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 jamais la case 5HY. Jamais. Déjà ça, vous l'inscrivez partout sur un post-it, peu importe, jamais de la vie. Que vous soyez artiste-auteur, micro-entrepreneur ou autre, cette case ne vous concerne pas. Si vous la remplissez, vous allez payer beaucoup trop d'impôts. Voilà, comme ça, moi, ça c'est dit. Auteurice en maison d'édition. Encore une fois, eh bien, c'est le plus simple. Alors, j'ai pas pu me filmer pour la déclaration des artistes-auteurs parce que, bah, comme tous les ans, il me saute cette partie. Donc, je ne pouvais pas accéder au traitement et salaire. C'était grisé. Bah, ne vous inquiétez pas. Hein, vous allez vivre le petit truc commentaire là à la fin. Et sinon, eh bien, il faudra l'inscrire au niveau du BNC, hein, sur les impôts. Donc, il y a une case BNC et vous pourrez justement indiquer là ce que vous avez gagné. Cela avait été confirmé par l'URSSAF. Attention, je cite. Le statut artiste-auteur permet de déclarer tous ses revenus artistiques en BNC ou micro-BNC en fonction de votre situation. Les revenus issus de la vente aux particuliers en font bien partie à condition de posséder un numéro SIRET. Oui, ça regroupe un petit peu au niveau du volet auto-édition. Auteur-autrice en auto-édition avec le statut artiste-auteur, URSSAF Limousin, SIRET, tout ça. Premier point qui embrouille pas mal de gens. Donc là, je pense qu'il faut effectivement aussi le mettre et mettre les points sur les i. Avoir un numéro SIRET ne signifie pas que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une ERL ou une micro. Sachez que vous pouvez même en avoir en étant VDI, je crois que c'est vendeur à domicile. CF, il y a un post de Shana Kirz sur le groupe Entre Auteurs qui explique très bien cela.
Ensuite, il y a une autrice sur ce même groupe qui rassemble énormément d'informations pour les impôts et qui avait pu justement nous mettre ceci. Il y avait des sources, c'est pour ça aussi que je cite. Non, nous ne sommes pas salariés d'Amazon et ils ne paient pas les charges à notre place. Alors, histoire de remettre une petite couche. Hein. Donc oui, vous pouvez vous inscrire à l'URSSAF Limousin, avoir le statut artiste-auteur et déclarer vos revenus d'impôt, volet fiscal en BNC. Je pense que c'est bon pour les auteurs en auto-édition là. Comme toujours, si jamais vous ne savez pas où inscrire le montant, si par exemple voilà, vous avez du mal, si vous vous rendez compte qu'il ne vous reste plus que quelques jours et que vous êtes seul, ou vous n'avez tout simplement pas les cuillères, soit vous envoyez un message aux impôts, généralement ils répondent sous une semaine, surtout en période de déclaration, qui à mon avis un peu plus de gens, ou vous cochez à la fin de la déclaration, on va dire il y a une petite ligne, et vous cochez pour que vous êtes de bonne foi et que vous avez envie de porter à la connaissance du personnel des impôts votre déclaration pour vérification. Je préfère faire cela, surtout quand par exemple là il y a des cases grisées sur lesquelles je ne peux pas remplir, alors j'aimerais remplir des trucs, déjà parce que ça prouve effectivement votre bonne foi, ça prouve que vous avez eu envie de faire les choses bien, vous voilà, mais vous n'avez pas pu, et que c'est pas vous le souci. Alors après je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais mais tant pis, hein, c'est pas grave, comme ça je peux passer à la trappe. Ouais bah admettons justement que ça tombe sur vous cette année-là, vous allez dire quoi? Ah bah oui, c'est vrai que j'aurais pu vous poser la question, un peu d'honnêteté par pitié. Et après, je dis aussi, hein, c'est pas forcément vous le problème, hein, on le sait. Le système est hyper complexe et chiant. Et en plus, très souvent, alors que normalement tous les organismes sont censés bien transmettre les choses, il m'est déjà arrivé une fois au niveau de ma déclaration d'impôt de voir que les chiffres ne correspondaient pas. Donc j'ai dû effectivement changer. Et ouais, c'est pénible. Et ça m'a pris en plus longtemps. Les impôts, ça m'a quand même pris 1 heure à 1 heure et demie. Là. Cette année, alors d'habitude, ça prend un peu moins de temps. Mais c'est nécessaire. Donc c'est vrai que ouais, j'utilise souvent moi, la case commentaire ou la messagerie sur impôt.gouv. Voilà. Alors sinon, hein, on rappelle, vente plateforme, oui. Pour le statut, vente particulier, oui. Vente goodies, non. Pour les auteurs et les autrices ayant choisi la micro-entreprise, et là c'est parti pour le petit filmage. On se rend donc sur le site impôt.gouv.fr. Puis vous allez soit dans votre espace particulier, soit sur déclarer en ligne. L'espace pro pourra être utile si par exemple pour la CFE, si vous avez à la payer, ce sera vers octobre-novembre hein, chaque année, donc ce n'est pas au printemps, donc on souffle, on ne s'inquiète pas. Le service de déclaration de revenus en ligne est ouvert. N'hésitez pas à utiliser ce service pour souscrire votre déclaration. Vous accédez à la déclaration et vous cliquez sur commencer. Alors là, c'est si jamais il y a eu un changement au niveau PAX, Union, etc. Non, toujours pas paxé, toujours pas uni. De toute façon, je suis pas là-dedans. Moi, je n'aime pas trop être lié à quelqu'un comme ça. Ensuite, on va accéder à la déclaration. Déclaration de revenus 2022, puisque nous sommes en 2023 quand justement cette vidéo sort. Donc, ce qui veut dire qu'en 2024, vous devrez déclarer vos revenus 2023. Là, j'ai perdu personne. Alors je passe, hein, la situation familiale, etc. Puisque de toute façon, il n'y a rien qu'à changer pour moi, il n'y a rien qu'à changer du tout. Ensuite, c'est indiqué, votre déclaration en ligne est pré-remplie avec les revenus transmis par vos employeurs, caisse de retraite, établissements financiers, etc., etc. Si des montants sont absents ou inexacts, veillez à bien les compléter ou corriger. Ensuite, et c'est là justement qui est intéressant, micro-entrepreneur, entre parenthèses auto-entrepreneur, oui, même eux, ils n'ont pas changé le terme, hein, je sais, ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Car oui, et c'est à ce moment-là justement que j'insiste, si comment vous avez choisi cette option, vous cotisez auprès de l'URSSAF et vous payez vos impôts en même temps que les cotisations sociales. Donc remplir la déclaration, c'est juste pour confirmer auprès des impôts. Vous ne repérez donc pas, donc ceux et celles qui ont choisi le versement libératoire sur l'IR, sur l'impôt sur le revenu, vous ne repérez pas à ce moment-là, là, au printemps. En revanche, si pas de versement libératoire, là, il faudra payer puisque vous n'aurez que cotisé à l'URSSAF, donc que le volet social et pas le volet fiscal. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent, hein. Par exemple il y en a qui ont été conseillés et qui ont estimé que c'était mieux plutôt que de faire en versement libératoire, de le faire directement sur la feuille d'impôt. Après je n'ai pas vérifié moi-même hein, au niveau des chiffres, donc pour l'instant je mets point d'interrogation, on va voir. Prélèvement à la source déjà payé, retenu à la source sur les salaires et pensions à compte, remboursement de trop élevé déjà obtenu. Si vous avez opté pour le prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu au titre de votre activité d'auto-entrepreneur, reportez sur l'écran ci-dessous le montant de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes si supérieur à 0. Si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu au titre de votre activité, reportez le montant de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes, toujours si supérieur à 0, dans les rubriques régime micro des écrans suivants.
Et oui. Donc là, nous avons les revenus et plus-values des professions non salariées. Encore une fois, je ne vais pas non plus redire tous les trucs parce que vous le voyez. Revenus industriels et commerciaux, chiffre d'affaires brut, le vente de marchandises et assimilées, le total de chiffre d'affaires réalisé en 2022. Ensuite, on a aussi les prestations de services, les locations meublées, et après, bien sûr, les revenus non commerciaux, avec le total des recettes en 2022, y compris les recettes exonérées de cotisations fiscales, etc. Si jamais, justement, vous avez un doute, il y a une notice. J'ai eu un doute à ce moment-là de la vidéo, parce que voilà, des fois j'étais doute. Les prestations de service, j'étais là, oh, tellement un gros doute. Je suis allée voir du coup les déclarations de l'URSSAF en fait. Parce qu'au niveau des déclarations de l'URSSAF que vous avez faites, c'est indiqué BNC. J'ai fait, ok, donc c'est les cases plus bas, tout ça. Alors ensuite, il y a un truc qui m'a paru un petit peu obscur, c'est recettes de janvier et ou février 2022 déduit pour le calcul des cotisations sociales en 2022. J'ai rien compris à la phrase. Ah, c'est parti dans la partie commentaire. Voilà, c'est tout. La partie commentaire des impôts, c'est j'ai rien compris à votre phrase là, donc je vous ai laissé et je vous ai mis ce que j'ai gagné à ce moment-là. Hein, voilà. Ah bah oui, hein, je veux dire, c'est fait pour ça. Ensuite, suivant, on met l'adresse de l'entreprise, le SIRET. Là, ça vous concerne, donc BNC, j'ai mis dans BNC. Et il y a des agents d'impôts qui doivent me regarder en s'arrachant les cheveux. Désolée, mais vous avez qu'à faire plus simple. Hein. J'essaie déjà de vulgariser à mort parce que voilà, le fiscal, ça a jamais vraiment été ma matière préférée. On fait simple. Ensuite, le fameux commentaire. La mention express vous permet de porter à la connaissance de l'administration fiscale certains éléments de votre déclaration pour lesquels vous n'êtes pas certain de votre interprétation. Clairement, je vous conseille, je vous laisse d'ailleurs finir le petit texte, si jamais vous avez un souci, si jamais vous avez un doute, cochez cette case. Tout simplement parce que, et moi j'estime, après peut-être parce que je suis trop honnête, hein, j'en sais rien, mais j'estime que je préfère, on va dire, faire ça, je préfère vraiment mais tout mettre, vraiment mais tout déclarer, mais au centime près, qu'après on vienne me tomber dessus pour me dire vous avez oublié de déclarer ça. Non, franchement, j'essaie vraiment de tout faire au mieux et de prouver ma bonne foi dans tout. Donc voilà, donc on met justement un petit commentaire et après calcul de l'impôt. Visiblement pour moi, zéro. Bah oui, parce que déjà de toute façon j'ai déjà payé des trucs et puis bah je n'ai pas eu beaucoup non plus cette année. Comme chaque année en cette période de déclaration d'impôt, et je le rappelle, vous ne devez jamais remplir la case 5HY. Oui, je le rappelle encore une fois, histoire que ce soit, on va dire, bien ancré dans les têtes, peu importe au moment de la vidéo, si justement par exemple vous avancez. Jamais. Ensuite, petites explications. La case 5HQ est apparemment à remplir si vous déclarez vos revenus en micro-BNC, par exemple les auteurs, micro-entrepreneurs, qui ne sont pas en versement libératoire. La case 5HY, ne jamais remplir. Jamais. Alors là, c'est justement sur un site que je vous ai mis dans les sources et qui était plutôt pas mal fait au niveau des étapes, je trouve. Déjà, il faut connaître votre mode d'imposition. Soit vous avez choisi le prélèvement libératoire, vous avez donc déjà payé vos impôts. Félicitations, vous n'aurez rien à payer. Soit vous avez choisi ce qu'on appelle le régime normal, vous n'avez pas payé vos impôts. Comment connaître son mode d'imposition? Alors c'est très simple, c'est indiqué en fait au niveau de l'URSSAF. Très clairement, c'est marqué si en haut de votre déclaration, vous avez opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est que vous êtes dans la première situation, vous avez déjà payé vos impôts. Ensuite, petit 2, connaître la nature de ces revenus. Il y a plusieurs catégories d'activités, des abattements fiscaux qui diffèrent. Je vous renvoie à la première vidéo, on en a déjà parlé. Les prestations de services en BIC, les ventes de marchandises BIC, profession libérale BNC. Les métiers dits intellectuels sont intégrés dans la troisième catégorie, celle des professions libérales. Donc si vous êtes par exemple freelance dans la communication, vous faites partie de cette catégorie. Il y a toute une liste d'activités, et là c'est sur les sites internet, que ce soit consultant, créateur de sites internet, graphiste, formateur, illustrateur, informaticien, infographiste, etc. Tout ça c'est justement dans cette troisième catégorie. Donc oui, même au niveau des AL, des BL, etc., ne vous posez pas la question, ce sont des métiers dits intellectuels. Donc si vous faites partie de cette liste, très très grande, il faudra cocher la case correspondant aux revenus des professions libérales relevant des BNC, bénéfices non commerciaux. Encore une fois, comment vérifier votre catégorie d'activité? Cela est indiqué au niveau de l'URSSAF, cela est indiqué au niveau du portail de l'auto-entrepreneur pour ma part. C'est marqué sur ce qu'on appelle le relevé de situation. Je crois que c'est aussi marqué au niveau de l'URSSAF peut-être. Au niveau de votre compte URSSAF, ça doit être aussi indiqué. Qui est concerné par la déclaration? Ça, j'ai bien aimé aussi que sur le site, il le rappelle. C'est très simple, tout le monde. Tout le monde, justement, et je le rappelle, dès le premier euro, et même d'ailleurs aussi si vous touchez zéro, par exemple par rapport aux cotisations sociales, tout le monde, justement, va être concerné un jour ou l'autre par des déclarations. Voilà, si vous avez déjà payé vos impôts, c'est juste, on va dire, une vérification par rapport aux personnes qui, comme moi, ont déjà payé. Oui, on doit remettre le chiffre d'affaires et tout, mais c'est juste pour déterminer le taux de prélèvement à la source et calculer le revenu fiscal de référence. C'est d'ailleurs ça qui va servir, eh bien, par exemple, si vous avez envie de prendre un crédit ou si vous avez envie de transmettre des informations à la CAF, etc. Votre revenu fiscal de référence sera par rapport à votre déclaration.
Donc, quelle case à cocher et quand? La case 5HY? Jamais. Je pense que là, clairement, plus personne ne fera cette erreur. Plus personne. Je ne veux plus voir de MP et de mail de personnes qui ont coché cette case. Bon bref, de toute façon, normalement, lorsque vous entamez votre déclaration, ce qu'on a vu précédemment, en fait, on est déjà normalement sur le bon formulaire. Voilà. Et encore une fois, si c'est pas le bon, il faudra justement en parler au niveau des impôts, mais logiquement, c'est le bon. Vous inscrivez votre chiffre d'affaires brut, voilà, parce que c'est comme ça, malheureusement. Vous ne pouvez pas déduire les frais. On en a déjà parlé par rapport aux abattements. Donc, et ça justement, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, au niveau des cases à cocher, 5 TA, c'est pour les ventes de marchandises. Je rappelle que les livres, ce sont des marchandises, 5 TB pour les prestations de services et 5 TE pour les activités libérales. En tant qu'auto-entrepreneur dans la communication, il faudra inscrire votre chiffre d'affaires dans la case 5 TE, réservée aux bénéfices non commerciaux des professions libérales, BNC. Sinon, il faudra remplir votre chiffre d'affaires dans l'une des autres cases, par exemple pour la vente de marchandises. Les livres, par exemple, tiens, vous avez vendu justement tant de livres en salon avec votre entreprise, eh bien ce sera justement indiqué là. À ce moment, normalement, vous avez déjà dû inscrire ce chiffre d'affaires-là, eh bien l'année dernière, quand vous avez fait justement vos déclarations pour payer les cotisations sociales à l'URSSAF. Donc, vous avez juste à récupérer, vérifier quand même si justement entre-temps, il y a des chiffres qui n'allaient pas, j'espère que vous avez prévenu aussi l'URSSAF, pour que tout soit clair pour tout le monde. Donc, pour vous résumer, c'est simple, dans justement les prestations de services BNC, là, je mets tout ce qui ne concerne pas la vente de marchandises. Voilà, c'est aussi ce que m'avait confirmé URSSAF et Impôts à l'époque. Donc il y a vraiment tout. Et si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt, c'est un poil plus complexe. C'est aussi pour ça que je vous conseillais de le faire. Alors il y en a plein qui vont dire oui, mais c'est peut-être moins avantageux que... Ouais, enfin si c'est moins avantageux, si c'est pourquoi quelques centimes ou des fois quelques euros, même si je sais qu'on est parfois à l'euro près, mais ça va dépendre aussi de combien on gagne. Mais clairement, moi je préfère la tranquillité de l'esprit. Donc si vous faites partie de la catégorie des BIC, prestations de services ou vente de marchandises, vous devrez cocher la case revenus industriels et commerciaux. Vous aurez donc après accès aux cases 5KO et 5KP pour remplir le chiffre d'affaires. Si vous faites partie de la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux, il faudra cocher la case revenus non commerciaux professionnels pour voir s'afficher la case 5HQ, on en avait parlé un petit peu plus tôt, pour pouvoir inscrire votre chiffre d'affaires. Je le rappelle encore, votre chiffre d'affaires brut, on ne demande pas les bénéfices. Quel montant inscrire? Le montant total du chiffre d'affaires de l'année précédente, 1er janvier au 31 décembre. Bon, il est vrai que oui, si vous avez commencé plus tard. Voilà, mais je pense que tout le monde comprend. Ensuite, c'est le fisc qui fera les abattements, calculera si vous devez payer ou non payer d'autres impôts en fonction de vos revenus annuels. Il ne sera pas possible de déduire quelques charges et il ne faut surtout pas faire l'abattement vous-même. Alors, petit quid au niveau des abattements, je vous le rappelle, vente de marchandises, BIC, 71% du chiffre d'affaires. Prestations de services, BIC, 50% du chiffre d'affaires. Activité libérale, BNC, 34% du chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas à vous de le calculer, d'accord? C'est pas à vous. Vous mettez votre chiffre d'affaires brut. À noter, dès qu'un entrepreneur individuel choisit le prélèvement libératoire de l'impôt, l'imposition se fait donc directement sur son chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. Il ne peut donc plus bénéficier de l'abattement proposé pour son titre d'activité. Mais et si on est justement non imposable? Justement, c'est la question à un moment qu'on m'a posée. Est-ce que c'est plus rentable quand on est non imposable? Peut-être de ne pas choisir le prélèvement libératoire et payer, voilà, quelques petits trucs qui resteraient, ou d'ailleurs ne pas payer parce qu'on ne serait pas imposable, ou pas? Ça, c'est une bonne question. Pour ma part, je ne suis pas imposable, pourtant j'ai choisi le prélèvement libératoire de l'impôt, alors peut-être après pour des raisons personnelles, parce que moi j'estime quand même que, je vais pas dire non plus que j'ai réussi ma vie, mais de payer des impôts, ça veut dire entre guillemets que je ne suis plus dépendante, on va dire des autres, de l'État, etc. Donc pour moi ça me fait quelque chose, voilà. Donc on va dire que je préfère payer des impôts, même si c'est qu'un tout petit peu ou pas grand chose, même si c'est par trimestre aussi, et même si du coup forcément j'ai moins d'argent sur mon compte, ou aussi parce que d'un autre côté, je me sens utile. Après, oui, il y en a complètement, si par exemple ils sont pas imposables, ne choisissez pas à ce moment-là le versement libératoire. Mais bon, de ce que j'ai pu comprendre au niveau des impôts, apparemment ça change pas forcément grand-chose. Mais il faudrait peut-être qu'un jour je sois imposable pour vraiment peut-être voir la différence. Voilà. Ça, ce sera peut-être un petit truc à noter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc c'était un petit peu, c'était un petit peu dense. J'espère du coup que ça va aller. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, là, on va voir les cas particuliers. Les cas particuliers, à savoir ceux et celles qui ont l'AAH, enfin qui bénéficient de l'AAH, les fonctionnaires, etc. Donc vraiment, soyez patients et patientes. Je sais qu'au fur et à mesure, en plus, il y a de plus en plus d'informations. Il faudra peut-être recouper. Peut-être aussi des fois qu'il y aura peut-être des, je vais pas dire des améliorations, mais peut-être
peut-être aussi des rectifications à dire, parce que oui, parfois, soit je m'exprime mal, soit il peut y avoir, on va dire, des petits abus de langage de ma part, et c'est bien pour ça que je vous renvoie toujours aux sources. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua, sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.